La revue de presse d'Europe 1 à présent, Olivier Delagarde, avec ce matin des nouvelles de Pandora. Oui, ça va pas fort, hein. Les géants à la peau bleue sont plongés dans un univers de désolation avec l'entrée en scène du redoutable peuple des cendres. Bon, mais tout d'un coup, un doute m'étreint. Avez-vous bien compris de quoi il s'agit? Non, Eh bien, j'en ai une sinon, petite idée. rendez-vous dans les pages cinoches de vos gazettes, car, bien sûr, il s'agit du nouvel épisode d'Avatar. Eh oui. Anissa, c'est le 3e, rappel. On l'attendait. Renaud Barognan, et il a fallu patienter 13 ans entre la sortie du premier Avatar en 2009 et la deuxième en 2029. Là, votre attente a été moins longue, Anissa, et a priori, on en a pour son argent avec des effets spéciaux plein les mirettes. Allez les enfants, joyeux Noël, on va voir les schtroumpfs géants s'entretuer, s'amuse Derek Perrotte en dernière page des Échos. Prévoyez quand même une bonne réserve de mouchoirs, il y en a pour 3h17, signale-t-il. Et donc je disais qu'on en a a priori pour son argent. Mais James Cameron aussi, et même surtout avec ce film, signale des Échos, en première page, il pourrait effectivement entrer dans le club très fermé des cinéastes milliardaires. En fait, il y en a deux autres, Spielberg et George Lucas. Outre Avatar, Cameron, ce fut effectivement d'abord Titanic, qui reste le film qui aura fait le plus d'entrées en France. Presque 22 millions de billets vendus, donc tout le monde a vu ce film, à part une personne. Je ne vous dis pas qui. Défenseur du grand écran, il aura dépensé quand même 400 millions de dollars pour produire ce 3e épisode. Maintenant, il faut que le succès soit au rendez-vous. Mais rien qu'en France, il sort aujourd'hui dans 728 salles. Signe d'ailleurs que Cameron n'est pas très inquiet, écrit Fabio Benedetti Valentini. Un 4e et un 5e épisode sont d'ores et déjà prévus. Bref, d'autres avatars à Avatar. Paraît-il, c'est le meilleur des trois, de ce que j'en ai lu. Mais le 5e sera encore mieux. Oui. L'actualité, ce n'est pas que du cinéma. Les hommes bleus, oui, ce sont surtout les gendarmes autour des points de blocage des agriculteurs qui, eux aussi, se sentent un peu faire partie du peuple des cendres. Cette crise qui fait les gros titres, j'aurai l'occasion d'y revenir beaucoup plus longuement à 8h45. D'autres cris d'effroi ce matin et non cinématographiques, ce sont ceux des patrons qui se sentent abandonnés par la droite. Article très intéressant signé Louise Darbon dans le Figaro. En fait, 2000 chefs d'entreprise remontés comme des coucous suisses se retrouvent aujourd'hui salle Gaveau à Paris. Ils entendent protester contre les délires budgétaires du gouvernement sous emprise du PS, mais ils estiment aussi ne pas être suffisamment défendus par la droite. En fait, explique Renaud Dutreil dans les colonnes du journal, depuis que les dépenses publiques représentent 57% du PIB, les politiques ont choisi, dans un pays où les producteurs de richesse représentent 40% seulement des électeurs et les profiteurs du système 60%, tous les partis qui veulent franchir la barre des 51% dans les urnes ne s'intéressent plus qu'aux bénéficiaires nets de la dépense publique. Et dans le même Figaro, ce matin, Olivier Delagarde, très intéressante chronique signée Béatrice Brugère et Yvan Gombert. Le premier est responsable d'un syndicat de magistrats, le second d'un syndicat de directeurs de prison. On veut vraiment lutter contre le narcotrafic ? Pourquoi ne pas s'inspirer du modèle italien, disent-ils? Depuis 1992, un article de loi organise un isolement strict des parrains de la mafia dans les prisons et interdit les remises de peine. Et cet article de loi est devenu le cauchemar des narcotrafiquants, extrêmement efficace. La France a su adapter son droit face au terrorisme. Elle peut et doit le faire face au narcotrafic, écrivent-ils. Enfin, pour le moment, il y a quand même loin de la coupe aux lèvres en matière de fermeté juridique. C'est une histoire qui pourrait être le scénario d'un film et qui est racontée par Sébastien Blondet dans Le Parisien. L'histoire d'un juge qui veut imposer à un maire de marier un homme sous OQTF. L'union a pourtant en plus tout du mariage blanc, mais le magistrat et le préfet n'en démordent pas. Mariez-les, c'est la loi, mais il n'a pas le droit d'être sur le territoire, leur répond le maire de Chessy en Seine-et-Marne. Mariez-les, c'est un ordre, on vous dit. Eh bien non, il a démissionné. Pas de mère, pas de mariage, c'est ce qui s'appelle avoir un certain courage. Merci beaucoup Olivier Delagarde. On en reparlera encore de cette affaire de Chessy dans le journal de 8h tout à l'heure sur Europe 1.